de ces personnes. Vous m'entendez bien là par le micro, là, c'est bon? Ah, c'est bien. Non, parce que tout à l'heure, on a eu des difficultés. Voilà. Alors, donc, d'abord, je tiens à remercier Jérôme Bourbon, d'abord, qui m'a soutenu pendant toute mon incarcération. Je pense que, comme dit Proverbe, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Et je m'aperçois que dans les milieux de la droite nationale, mis à part Radio Courtoisie, et puis après bien d'autres initiatives plus ou moins privées, mais le seul journal qui m'a soutenu jusqu'au bout, c'est Rivarol. Et donc, je l'en suis reconnaissant et j'en serai reconnaissant à vous. Voilà. Donc, bon, deuxièmement, naturellement, je veux dire, j'ai souvent dit dans cette affaire, le héros, c'est pas moi, je suis pas un héros, vous savez, je me prends pas pour un héros et je dis pas ça par fausse modestie. D'abord parce que, contrairement à ce que pensent certaines personnes, ben, j'ai peur comme tout le monde. Vous savez, quand j'ai un procès, quand j'ai eu mon procès pour Oradour à Limoges, je peux vous dire que le matin, j'en ai pas large. Et quand j'arrivais au tribunal, je tremblais devant les adversaires qui étaient là. Et que quand on est sorti, eh bien, on est sorti en courant et on s'est engouffré dans une voiture parce qu'ils arrivaient avec des intentions pas très gentilles. Et j'ai peur comme tout le monde, vous savez. Et quand le 9 juillet, la juge Bruet m'a dit, très satisfaite, eh bien, je vous maintiens en détention, le temps d'être extradé, eh bien, j'ai eu peur aussi. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on est... Enfin, pour ma part, il y a sûrement des gens qui ont moins peur que moi, hein, mais moi, j'ai peur. Seulement, j'ai toujours eu, vous savez, la petite anecdote, une petite anecdote toute simple, c'est-à-dire une anecdote historique qui s'est passée, c'était sous Louis-Philippe, je crois, ou peut-être sous Charles X, je ne sais plus, mais peu importe. Il y avait eu une révolte, et il y avait un jeune soldat qui avait été assailli par des révoltés, et qui avait énergiquement résisté pour ne pas donner son arme, parce qu'ils avaient comme consigne surtout que les insurgés ne prennent pas des armes. Et le soir, il est présenté au gradé, et ce jeune conflit, benoîtement, lui dit « J'avais peur, vous savez, alors je ne sais pas si c'était un colonel ou un commandant, mais je ne connais rien, je n'ai pas fait mon armée. Il dit « J'avais peur, mais j'avais ma consigne. » Et son supérieur lui a répondu « Vous aviez peur et vous avez fait votre devoir quand même. Vous êtes un brave, vous, un vrai brave. » Et je crois que la bravoure est là. La bravoure n'est pas forcément dans une absence de peur. Si on n'a pas peur et qu'on fait des grandes choses, c'est encore mieux. Mais je crois que la bravoure, c'est de se dire ben, je dois le faire. Je dois le faire malgré tout. Je dois le faire ben, parce que c'est nécessaire et parce que eh bien, la Providence m'a appelé pour ça. Ce n'est pas une question d'orgueil non plus, même si toutes les fortes têtes sont un peu orgueilleuses. Mais c'est une façon de dire ben, écoutez, il faut le faire. Il faut que quelqu'un crie la vérité. Alors, ben moi je me sens, l'inconscience de le faire, alors je vais le faire, mais après on a peur, et comme tout le monde on a peur. Alors, dans cette affaire, je vous dis, moi je ne suis pas un héros. Le véritable héros d'abord, le premier héros dans cette affaire, c'est mon épouse, qui depuis 20 ans... C'est mon épouse qui depuis 20 ans vit avec un aventurier. Et je ne l'appellerai pas ici parce qu'elle n'aime pas paraître en public, mais vivre avec un aventurier, c'est pas facile. Vivre avec quelqu'un qui fait toujours des coups, et qui se sacrifie pour un idéal, et qui le fait des fois passer avant tout, ben c'est pas facile. Donc, et j'ai toujours dit, si un jour on devait avoir une statue, je pense que ma statue devrait faire peut-être 10 cm, mais celle de ma femme 3 mètres de haut. Car c'est elle, donc cette affaire, qui est la vraie héroïne. Voilà. Moi, finalement, vous savez, cette vie, par certains côtés, ça me plaît. J'aime bien l'excitation, j'aime bien... même si ça me fait peur, eh bien, tout ça, ça me plaît. Même, je veux dire, passer des frontières en cachette, revenir en cachette, tout ça, ça me plaît beaucoup. Et donc, je dirais que même aller en prison, pour moi, c'était une expérience, c'était excitant. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer? J'ai rencontré des gens, je me suis bien amusé, je dois avouer, hein. Je veux dire, alors que mon épouse trimait à la maison, moi, à des moments, quand je rencontrais d'autres prisonniers qui avaient fait des choses intéressantes, qui me racontaient leur vie, j'ai rencontré par exemple un gars qui était en prison, qui avait fait 27 attaques de fourgons blindés à l'armée, à l'arme lourde. 27, hein. Donc c'était quand même un gars qui m'a raconté sa vie.
c'était absolument passionnant. Je veux dire, j'ai rencontré des gitans qui me racontaient comment ils faisaient leur vol, etc. C'était très très amusant aussi. Donc je peux dire que en prison, quand on sait prendre les choses, ben, ça se passe bien, c'est pas le bagne. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est au pain et à l'eau. Hein. Comme j'ai expliqué dans mon dernier article de la Parole, le soir du réveillon, je me suis dit, mais les 2 tiers de l'humanité n'ont pas ce que j'ai. Ils sont moins bien logés que moi. J'ai pensé à des gens sur d'autres continents. Je sais qu'il faut voir la France en premier, peut-être, mais ou l'Europe. Mais enfin, je me disais, bon, bref, c'est en ça que je dis que bah, je ne m'estime pas être un héros. D'autres qui sont embarqués dans le combat avec moi, et malgré eux, le sont beaucoup plus. Je remercie aussi une autre femme qui est là, qui ne se montrera pas non plus d'ailleurs, mais c'est grâce à elle que j'ai pu commencer à faire du dessin en prison, mais sans elle, eh bien, j'aurais pas fait une bande dessinée, parce que j'ai passé une grande partie de ma détention à faire une bande dessinée. Je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne savez pas. Je ne suis pas du tout artiste, hein, mais ça m'a plu. D'ailleurs, je l'ai emmené là pour ceux qui veulent la voir. Elle n'est pas terminée, mais je la terminerai plus tard. J'espère avoir le temps de la terminer. Bref. Tout ça pour vous dire que finalement, eh bien, j'ai pas vécu l'enfer. Et je suis obligé de le dire parce que c'est l'honnêteté. Il faut être honnête dans la vie. Par contre, ce que je crois franchement, c'est que, vous voyez, il y a des, comment dire, il y a des tests, comme on dit en chimie, par exemple, on fait des tests pour savoir si quelle molécule se trouve dans une solution, si elle n'y est pas, et il y a des tests. Eh bien, je crois que le révisionnisme, le test du révisionnisme, quand j'entends des gens qui me disent « je suis anticonformiste, je suis contre le système », eh bien, je regarde s'ils sont révisionnistes. Et s'ils ne le sont pas, c'est que tout ça, c'est du théâtre. Le révisionnisme, pour moi, je ne dis pas. On va dire, oh, vous dites ça parce que vous êtes révisionniste. Mais non, mais non. Au départ, moi, j'étais pas plus porté sur le révisionnisme que quelqu'un d'autre. C'est quand jeune militant politique, à chaque fois que je voulais entamer une discussion sur la pertinence des idéaux nationalistes, on me disait, oh, on sait où ça a mené. Et comme on me le répétait tout le temps, à un moment, je me suis dit, mais entre les mains de mes adversaires, l'histoire qui la présente, c'est une arme de destruction massive contre nous. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, c'est très ennuyeux. Et quand j'ai découvert le révisionnisme, j'ai dit, ah oui, c'est le levier numéro 1. Parce que les gens n'ont pas compris, les gens ne veulent pas comprendre que finalement, la Seconde Guerre mondiale continue. Elle ne s'est jamais arrêtée. C'était une guerre idéologique. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple pour prendre la France, on a retrouvé des gens aussi bien dans un camp que dans l'autre. Mais dans tous les pays pratiquement, même en Angleterre. Il y a des gens qui sont engagés de l'autre côté. Parce que c'était une guerre idéologique, c'était une guerre tout à fait nouvelle. Rien à voir avec la guerre 14, rien à voir avec la guerre de 1870. Non, c'était d'autres guerres. Moi je dis franchement, pour moi la Seconde Guerre mondiale, ça a été un épisode armé de l'éternelle lutte entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Seulement, les forces de la lumière, c'est pas celles qu'on présente aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez, il y a quelque chose qu'on pense rarement. On nous dit, oh là là, Hitler c'était un monstre absolu. Vous savez, quand on bombardait à partir de 1943, quand les techniques de bombardement étaient au point, et que toutes les semaines il y avait une nouvelle ville de bombarder, qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'avais été Hitler? J'aurais pris des gens de tous les pays occupés, des milliers de personnes, et je les aurais mises dans les villes. En disant, vous bombardez les villes, ben, vous bombarderez en même temps ces civils qui sont à vous. Les Allemands ne l'ont pas fait, ça. Comment? Ils les auraient bombardés quand même. Peut-être, mais les Allemands ne l'ont même pas fait, ça. Je pense que ça ne les aurait pas gênés, mais au moins, l'Allemand n'a même pas eu l'idée de faire ça. Donc, c'est pour ça que je dis, cette lutte, cette Seconde Guerre mondiale, c'est donc un épisode armé de l'éternelle lutte entre le bien et le mal. Et cet épisode armé, une fois que les armes se sont tues, ça a continué. Ça a continué et ça continue encore aujourd'hui. Je vous rappelle que le 26 juillet 46, pardonnez-moi, le procureur général Jackson à Nuremberg a bien dit, il a dit que Nuremberg c'était
la continuation de l'effort de guerre des Alliés avec un autre moyen, même si les infrastructures de l'ennemi avaient disparu. Donc les Alliés l'ont bien dit en 45, 46, ils ont dit mais on continue la guerre. Et comme avait bien vu Maurice Bardèche à l'époque, il a écrit dès 48 dans Nuremberg ou la Compromise, il disait comme c'est une guerre idéologique, après avoir forcé les portes de la forteresse, il faut forcer les portes des consciences. Et c'est à cela que se sont attachés les vainqueurs de 45 à partir de cette époque. Et dans cette conquête des consciences, elle permet d'éviter toute discussion rationnelle sur la pertinence des idéaux fascistes. Dès que l'on veut dire, oui, non, on veut une société d'ordre, etc., oh, on sait où ça a mené. Hein. Rappelez-vous le 21 avril 2002. J'ai été chez Jérôme Bourbon à l'époque. On était tous les deux devant la télé. Non, c'était pas le 21 avril. Non, c'était pas le 21 avril, c'était après. Eh bien, on interroge une personne dans la rue et on lui dit, c'était une demoiselle. On dit, mademoiselle, il y a quelques minutes, vous avez appris que Le Pen était au second tour. Quelle est votre réaction? Il était 20h02. Que répond cette demoiselle? Je trouve scandaleux que 50 ans après un génocide, il y a un Le Pen au deuxième tour. Voilà. Et pendant 15 jours, ça a été comme ça. Et j'ai écrit tout un livre qui a décortiqué ces 15 jours. Et là, ce livre n'a eu aucun succès, parce que je pense que le titre était mal choisi. C'est un peu ma faute, mais peu importe. Et pendant 15 jours, la propagande a entièrement tourné autour de ça. C'était Le Pen, c'est Hitler, Hitler, on sait où ça a mené. Donc c'est l'arme de destruction massive numéro 1. Et quand on dit, quand nos adversaires, qui sont loin d'être bêtes, on peut les critiquer pour beaucoup de choses, mais ils ne sont pas stupides. Quand ils sortent cette fameuse phrase de ce philosophe hindou, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, il dit « Celui qui ignore son passé est condamné à le revivre ». Vous savez, on décline cette phrase à toutes les sauces. Mais c'est tout à fait vrai. Ça veut dire que celui qui... Donc, si vous ignorez votre passé, vous êtes condamné à le revivre. Mais ça veut dire que celui qui maîtrise le passé, maîtrise l'avenir. Et c'est évident. C'est évident, puisque pour juger une situation, votre cerveau est fait comme ça. C'est une thèse que j'avais développée il y a une vingtaine d'années. Quand vous êtes face à une situation nouvelle, pour la juger, vous ne jugez pas la situation en elle-même. Vous jugez par rapport à des éléments passés dont vous vous rappelez. Et par rapport à ces éléments passés, vous essayez d'en trouver une solution pour les éléments présents que vous avez devant vous. Un simple exemple, on va supposer que vous arrivez sur une planète complètement inconnue. Vous vous retrouvez face à un animal complètement inconnu qui émet un bruit devant vous. Cet animal est-il dangereux ou pas? Eh bien, ce que vous allez faire, vous allez essayer d'analyser l'animal, vous ne le connaissez pas. Vous allez essayer de savoir à quoi il ressemble par rapport à un animal que vous connaissez déjà sur Terre. Et si par exemple ça ressemble à un chien méchant, hein, vous allez dire, oula, cet animal doit être dangereux. C'est ce qu'on appelle l'analogie-déduction. C'est-à-dire que quand vous avez des nouveaux problèmes, pour essayer de les comprendre et de trouver des solutions, vous vous référez à des choses que vous connaissez déjà. Ben, il est évident que face à tout discours nationaliste, les gens tout de suite se disent, attends, ils parlent d'ordre, de nation, de peuple, oula, ça sent le discours nazi, ça. Oulala, c'est pas très démocratique ça comme discours. En plus, ils sont un peu racistes. Oulala, mon Dieu. Mais on sait qui a déjà tenu ces propos-là. Dans ma tête, on m'en a parlé depuis que je suis tout petit, parce qu'aujourd'hui, on nous en parle 24 sur 24. Je veux dire, on parle de la culture des tomates au Zimbabwe, il faut qu'on nous sorte Hitler quand même, hein, évidemment. Eh bien, les gens raisonnent comme ça, ils disent, ah, mais ce discours, on le connaît. Et c'est pour ça que tout discours authentiquement national n'est pas reçu aujourd'hui. Alors il y a d'autres raisons, naturellement. Je pense qu'au fond d'eux-mêmes, les gens ne reçoivent pas notre discours parce que finalement ils aiment bien ce système-là. Ils aiment bien le système dans lequel on est. Malgré ses dysfonctionnements, il faut dire quand même que c'est un système qui matériellement fonctionne bien. Je veux dire, les pompes à essence sont pleines, les supermarchés sont pleins, on a l'électricité 24 heures sur 24, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui peuvent avoir tout ça. Donc globalement, ce système fonctionne et les gens aiment ça. Et voilà pourquoi, d'élection en élection, malgré toutes les plaintes qu'il y a, les partis de gouvernement, entre guillemets, raflent toujours la mise. Hein, et c'est, quand mon ami Hervé Risset disait, c'était un peu de notre faute, ce qui arrive,
Moi je dis pas que c'est un peu de notre faute, c'est totalement de notre faute. Je ne crois pas personnellement à toutes ces thèses de complot mondial, etc. Moi je crois que quand on a une maladie, c'est qu'on l'a bien cherché finalement. Je ne parle pas de... Je parle de maladies, je veux dire, banales, d'autres choses. Enfin, en général, force est de dire que les dérèglements de la vie, un jour ou l'autre, on les paye, que ce soit de façon ou d'autre. Et je pense que les dérèglements d'une société, eh bien, on les paye un jour ou l'autre. Et quand, par exemple, aujourd'hui, on nous parle de l'invasion migrée, on nous parle de l'islam qui arrive, etc. Je dis, ok, d'accord. Mais les Blancs, ils font combien d'enfants? Et vous parlez de l'islam qui arrive, mais les églises, elles sont vides. La nature n'aime pas le vide. Alors arrêtez de nous raconter des sannettes. On est d'abord coupable. Un grand principe de la non-violence, c'est face à toute situation de dire avant tout, quelle est ma responsabilité dans cette situation? Eh bien, je pense que des fois, on ferait mieux de se dire des choses comme ça. Quelle est ma responsabilité? Quelle est notre responsabilité dans cette situation? Et, naturellement, je pense que, si vous voulez, dans le domaine politique, et encore une fois, comme disait Hervé Ryssen, je ne demande à personne de se sacrifier. Je pense que la Providence suscite ce qu'il faut pour se sacrifier au bon moment. Mais j'ai toujours été effaré par ce qui se passe dans nos milieux. Dans nos milieux, on a intégré ce que nos adversaires veulent de nous. C'est-à-dire que nos adversaires, depuis 1945, ils disent attention, quand vous rentrez sur le ring, vous êtes un coupable. Vous n'avez pas le droit de répondre à nos coups, vous avez seulement le droit de les parer, d'essayer de les parer. Mais vous, vous êtes un criminel, donc vous êtes d'avance coupable, et tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous défendre. Et c'est un peu comme ça. Combien de fois j'ai entendu des gens dans des débats avoir, dès le début, la position de l'accusé qui va essayer de se défendre. Eh bien, quand on se veut militant de la cause nationale, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut dire enfin aux gens, mais non, votre règle du jeu, moi je n'accepte pas. Et c'est ce que j'ai dit aux gens à Limoges, lors de tous mes procès pour mon livre de Radour. J'avais écrit au président des Amis du musée de la mémoire de Limoges, en lui disant, monsieur, depuis 1945, vous avez édicté une règle du jeu qui dit que moi je suis un sale facho et que je dois essayer de me justifier. Eh bien non. Moi je déchire ces règles du jeu au moment d'entrer dans le ring. Et non seulement je les déchire, parce que je ne joue pas à vos règles du jeu, à vous. Vous nous traitez de criminels depuis des années. Là maintenant c'est moi qui vais vous traiter de criminels. C'est moi qui vais pointer du doigt, qui vais mettre le doigt sur vos mensonges, sur vos crimes de guerre, sur vos crimes contre l'humanité. Et l'accusateur, ça va être moi. Et c'est moi qui vais arriver en tant que personne qui va vous écraser. Et je lui avais écrit ça. Il n'était plus question, il n'est plus question aujourd'hui de toujours jouer leur jeu. Et comme disait Hervé Ryssen aussi, il n'est plus question de jouer le jeu de la justice, des lois. Je veux dire, leurs lois, pardonnez-moi, mais je m'assieds dessus. Il n'est pas question de dire, ah, oui, oui, c'est vrai, on n'a pas le droit de contester l'existence des crimes contre l'humanité. Alors, non, si vous êtes, quand vous êtes un militant révisionniste, je parle du militant révisionniste, là, je ne parle pas du tout venant. Eh bien, le militant révisionniste doit se dire, voilà, vos lois, je vous en mets. Moi, je fais ce que je veux dire. Vous me condamnez, bien sûr que vous me condamnerez. Mais quand je ressortirai de prison, je serai encore plus acharné. Moi, je suis sorti de prison le 5 avril, le 7, je faisais déjà une conférence publique. Leur dire qu'on ne les craint pas, en effet, qu'on ne joue pas à leur jeu, qu'on arrive, ils sont dans une salle, avec leurs robes, avec leurs machins. Ça sert à rien du tout. Rien, rien, rien. Je veux dire, il faut leur dire, crotte, je ne vous écoute pas, je ne vous réponds pas. Ça ne sert strictement à rien. Je suis condamné d'avance. Condamnez-moi, j'irai en tôle, mais quand je sortirai, je recommencerai. Et je recommencerai autant qu'il le faut.
souvent on me dit, mais quand on a une famille, on ne peut pas faire ça. Mais si, d'abord parce que je le fais d'abord pour ma famille, même si elle en souffre. Je le fais pour mes enfants ou pour mes petits-enfants, pour pas qu'ils vivent dans l'ambiance où moi j'ai vécu. Mais surtout, quand ils vous mettent en prison et que vous êtes père de famille, mais ils en ont honte, la meilleure preuve, c'est quand j'étais mis en prison. Pour une fois, enfin, la loi Guesso était appliquée dans toute sa rigueur. Enfin, il y avait un gars qui allait en prison pour cela. Ce gars était a priori indéfendable. C'est un nazi. Et bien malgré ça, silence dans la presse. Personne n'en a parlé. Or, ils auraient dû normalement qu'il y ait victoire. Ils avaient enfin leur victoire. Ça fait des années quand on est à l'ICRA dire il faut le mettre en prison, il faut qu'enfin la justice sévisse face à cet individu. Ça y est, la justice avait sévi. La presse entière aurait dû en parler. Pas un mot. Pas un mot de la pétition. Mais parce qu'ils savent très bien, ils savent pertinemment que quand on met un père de famille de 8 gosses en prison, c'est qu'on n'a pas d'argument à lui opposer. Et pour l'instant, ça ne paraît pas, mais dans l'avenir, lorsque, à la faveur d'éléments sur lesquels nous n'avons aucune prise, la situation changera et que les peuples seront prêts à entendre la vérité et qu'on ouvrira le dossier de la façon dont les révisionnistes ont été traités, et qu'ils apprendront qu'en 2010, un mec qui n'a jamais tué personne, au contraire, j'ai donné 8 fois la vie. Je veux dire, j'ai tué personne a priori. Hein. Bon, eh bien, un mec qui n'a tué personne, qui n'est pas réputé pour être ni amateur d'armes, ni amateur de violence, etc., a été mis en tôle. Mais ça suffira aux gens pour dire, ouais, d'accord, c'est qu'il disait des choses de vraies. C'est évident. Pour l'instant, les gens sont aveuglés parce qu'ils veulent l'être. Alors ils ne le voient pas. Mais quand on en parlera et que la situation va changer, rien que par l'étude de la façon dont les révisionnistes ont été pourchassés, traqués, eh bien, les gens concluront tout de suite. Ils disaient la vérité. C'était évident. Donc, ce que l'on fait à l'heure actuelle, justement, c'est que l'on sème. On sème des graines qui vont pousser petit à petit. Alors c'est dur c'est le travail le plus ingrat, parce que c'est semé. Quand on sème, ben, ça va dans la terre, on bouge la terre, on ne voit rien. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut se dire, mais bon sang, est-ce que ça sert à quelque chose? Mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes complètement un taré, vous mettez votre vie en l'air, là, parce que maintenant ça continue. Je me souviens qu'avant même de sortir de prison, j'étais déjà sous contrôle judiciaire pour une prochaine affaire, avec interdiction de quitter le territoire national, obligé de pointer toutes les semaines à la gendarmerie, et interdiction de donner des cours à des mineurs. Parce que Dominique Strauss-Kahn, on est héroïque, on est resté plus de 15 minutes sans en parler, hein, c'est extraordinaire aussi. Mais Dominique Strauss-Kahn, bon, il a peut-être fait un viol, mais un viol c'est un crime contre les corps. Les révisionnistes, c'est un crime contre l'esprit, c'est beaucoup plus grave. Donc voilà, si vous voulez, on va dire, il a fait un crime contre l'esprit, c'est terrible, mais encore une fois, je veux dire, quand les gens verront tout cela, quand les gens verront comment on nous a traités, je vous dis, on conclura tout de suite. Alors, je suis donc sous contrôle judiciaire avec interdiction de donner cours à des mineurs. Alors, dans une affaire qui est complètement folle, encore une fois, parce qu'ils se démasquent dans leurs affaires. Et elle est intéressante à ce point de vue-là. Il y a eu une distribution anonyme dans 120 lycées de France de DVD révisionnistes. Il se trouve que ces DVD sont les DVD du VHO. Bon. Alors, ils m'ont d'abord poursuivi, mis en examen pour contestation de crimes contre l'humanité. Ça, c'était en février, je crois, quand j'étais en janvier. Pour moi, j'aurais dit que je ne répondais pas à leurs questions. Comme ils ont fait leur enquête, un jour, ils sont venus dans l'école où il y avait mon aîné, parce qu'ils savaient, ils avaient sûrement fait des écoutes téléphoniques, qu'il avait mon ordinateur, ils ont saisi l'ordinateur, etc. Et maintenant, alors, ils m'ont reconvoqué une deuxième fois. Ils m'ont extrait de la une deuxième fois. Mais là, maintenant, ils ne poursuivent plus pour contestation de crimes contre l'humanité. Ils me poursuivent pour faux usage de faux et escroquerie. C'est la même chose, vous allez dire. Parce que, pour que le DVD puisse rentrer dans les lycées, c'était un DVD avec une fausse jaquette. Il y avait le logo de l'éducation nationale, etc. Bon, alors naturellement. Et alors, ils m'ont dit, c'est extraordinaire,
ils m'ont dit c'est faux, usage de faux, puisqu'il y a une utilisation du logo de l'éducation nationale. Et escroquerie. Alors, bon, j'ai dit, mais attendez, l'escroquerie, c'est en quoi une escroquerie, je veux dire, parce que, en gros, le faux, l'usage de faux et l'escroquerie, c'est quand on veut voler les gens. Et alors, je dis, mais pourquoi une escroquerie? Parce que ça serait 5 ans de prison, quand même, l'escroquerie. De toute façon, c'est pas rien. Ils m'ont dit, parce que d'après la loi, si vous faites un faux pour que quelqu'un vous rende un service, c'est de l'escroquerie. Alors, je dis, je ne comprends pas quel service a-t-on été amené à ce qu'on nous rend, entre guillemets. Ils ont dit, mais si, parce que le proviseur, en voyant ce disque qui avait un logo de l'éducation nationale, il l'a mis dans les bibliothèques des lycées. Il vous a donc rendu un service. C'est donc une escroquerie. Et ce qui était tout à fait extraordinaire, c'est que je voyais ces deux flics qui m'avaient d'abord interrogé pour contestation de crime contre l'humanité, ensuite me réinterroger pour faux usage de faux escroquerie. Et j'étais là devant eux, menotté naturellement, parce que quand vous êtes en prison, dès que vous sortez de la prison, vous êtes menotté avec une petite laisse, là, qu'on vous tient en laisse. Et j'objectivais ce spectacle. Je me voyais moi donc, qui, je sais donc si je ne ferais pas, à mon avis, de mal physique à gauche, sauf si vraiment on m'énerve, mais enfin bon, je me voyais là, menotté, sur une chaise, comme un vulgaire assassin, un vulgaire violeur. Et ces deux-là, ces deux flics, qui faisaient leur enquête comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'ils faisaient leur enquête sérieusement, sans dire en eux-mêmes à un moment, enfin c'est quand même ridicule ce qu'on est en train de faire. C'est absurde. Faux usage de faux, escroquerie. On se moque de nous. La justice nous fait faire un boulot qui est dégueulasse. Eh bien, à un moment, je leur ai demandé, je leur ai dit, mais ça vous gêne pas quand même? Et un des flics m'a dit, oh, mais moi, monsieur, je suis pour la liberté d'expression. Et je lui ai dit, mais alors pourquoi vous n'avez pas signé la pétition en ma faveur? Monsieur, je suis gendarme, enfin je suis commissaire, je dois vous savez, je dois la réserve. Mais il n'empêche que ce mec-là, il essayait de me coincer, il utilisait 100% de ses capacités pour me coincer. Et c'est là que je me suis dit, je comprends comment les dictatures arrivent. Parce que ces flics, ils obéissent toujours aux ordres, avec la même absence d'état d'âme. Et c'est là que je comprends des fois que dans des épurations, on les zigouille. Parce que quand je les voyais, je me disais, moi-même, je dis, vous êtes vraiment deux salopards. On vous demanderait de faire n'importe quoi, vous le feriez. Et vous voyez, eh bien, il n'y a pas à aller chercher très loin. Si cette société tient, c'est avec des gens comme ça, des gens sans âme, des gens qui se réfugient derrière les ordres reçus, des gens qui se réfugient derrière leurs fonctions. Et c'est pour ça que je dirais que quand on se veut anticonformiste, on doit être vraiment anarchiste. Et de dire, ah non, moi je refuse cet ordre, je refuse tout ça, je refuse. Il ne doit pas y avoir de point commun entre vous et moi. C'est-à-dire qu'en gros, on continue le combat parce qu'on sait très bien qu'entre cette société et nous, il n'y a aucun point commun. Vous savez, là où vous voyez des grandes personnes, moi je vois des sinistres crapules. Là où vous voyez des commémorations énormes, moi je vois que des plaisanteries. Là où vous voyez du super art, moi je vois que du lait. En gros, et là, je reprends la phrase de Nick Burse, là où vous voyez des palais, je ne vois que des chiottes. Et c'est ça, c'est la conclusion de ça. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de point commun entre vous et moi. Et donc je vous combattrai toujours, sans m'arrêter et sans jamais prendre en compte vos lois. Parce que j'entends des fois dans nos milieux des gens qui disent, et je sais que ça a été l'objet de la pétition en ma faveur, nous sommes pour la liberté d'expression. Souvent j'entends ça. Des gens qui disent, mais non, on va lutter pour la liberté d'expression. Mais quelle naïveté. On ne vous la donnera jamais, la liberté d'expression. Alors là, mais non, il y a l'article 10 de la Convention des droits de l'homme, patati, patata, nanani, nanana. Ah oui, il y a l'article 10, bien sûr. Mais avez-vous jeté un œil sur l'article 16? Vous avez jeté un œil sur l'article 16? Ben moi je vais vous le dire, l'article 16. L'article 16, qu'est-ce qu'il dit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme? Que personne n'a le droit de revendiquer et d'user les droits de l'homme pour une fin contraire aux droits de l'homme. L'article 16, qui est capital, c'est la phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et en fait, Saint-Just,
Le fantôme de Saint-Just plane au-dessus de nous depuis plus de 200 ans. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est l'esprit de Saint-Just qui est là. Donc, pourquoi va-t-on invoquer des textes qui font qu'on est automatiquement perdant? Pourquoi va-t-on jouer un match selon les règles qui nous imposent de nous mettre d'abord un message perdant d'avance? Ça sert à rien. Quand je vois tous ces gens qui s'excitent autour de la liberté d'expression, mais alors, pardonnez-moi, quelle perte de temps! Au moins, nos adversaires sont très clairs. Et quand M. Thibault de Chassé parlait d'une situation radicale, c'est évident. Nos adversaires, eux, savent très bien ce qu'ils veulent. Vous n'avez pas le droit à la liberté d'expression parce que vous êtes des fachos. Très bien. Donc, je ne la réclame pas. Je ne réclame pas le droit à la parole, je prends la parole. Et je prends la parole non pas parce que c'est un droit, mais parce que c'est un devoir de la prendre. Et voilà. Tout le reste, c'est du cinéma. Tout le reste, c'est... On peut discuter des heures et des heures dans des discussions philosophiques. Ça ne m'intéresse pas, ces discussions philosophiques. Ce qui m'intéresse, c'est de donner le message de la vérité. Après, quand on commence à me parler sur le droit, sur le machin, sur le truc, mais tout ça, ce sont des règles du jeu où on est marqué perdant. Ça sert à rien. Il faut prendre la parole et dire voilà, parce que c'est mon devoir de dire la vérité, la Providence m'a mis ici pour cela. Donc, sortez vos juges, sortez votre code pénal, rien à foutre. Condamnez-moi, eh bien j'irai en prison. Je ressortirai avec encore plus de volonté de combattre. Et je pense que justement, il faut accepter ça. Et alors, j'entends des fois, j'ai entendu, des gens me disent « Mais regardez Rivarol, ils partent dans un mauvais chemin. Ils ont des tas de procès, ils vont couler. Quelle horreur !» Hier, j'entends souvent des catholiques dire ça. Ils disent « Mais non, c'est pas bon maintenant, il faut... Il y a une ligne jaune à ne pas franchir, patati et patata, puis on crachoute pendant des heures pour dire que c'est pas bon. » Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites de la Providence? Il faut donner le message qui soit un message de vérité. Il ne faut pas commencer à s'auto-censurer. Alors on aura des procès? Oui, on aura des procès. On sera condamné? Peut-être. Peut-être que des fois on ne sera pas condamné, on ne sait pas. On aura à payer des choses, et bien on se débrouillera. Et puis, on coulera? Peut-être. Mais on constituera un journal après. Il y aura toujours un moyen. Moi, on m'a interdit 3 journaux. J'ai le record des journaux interdits. Nouvelle vision, nouvelle formule, un numéro il a été interdit. Ça a été quand même, là je suis encore, hein, là, un numéro interdit. Ma cassette de Radour, 2 jours de diffusion interdit. Interdit au moins dans les alentours de Limoges. Bon, à chaque fois qu'on m'a interdit un journal, j'en ai recréé un autre. Ah oui, mais vous en créez un autre avec le même format, alors c'est pas très légal. Je peux nous la foutre. J'en crée un autre. Mais vous avez un dépôt légal? Je ne vais pas apporter moi-même un journal à la Bibliothèque nationale et aussi, parce que le dépôt légal, il faut l'apporter, quand on est en province, il faut l'apporter, je vous le donne en mille, au tribunal. Je ne vais pas donner un journal au tribunal. Qui ça le chercher, mon journal, bon sang? Ah, vous n'avez pas de dépôt légal. Mais non, je n'ai pas de dépôt légal, j'en ai rien à foutre du dépôt légal. Non, mais les gens, voilà. Et après, t'as dit, nous sommes des résistants. Mais monsieur, la résistance, c'est quoi avant tout? C'est de la guérilla. Et la guérilla, on ne va pas commencer à mettre un uniforme en mettant je suis là, un guérilla, allez-y, prendre un gyrophare pour dire qu'on est là, les guérillas. Mais c'est stupide. Je veux dire, tout ça, ce sont des choses. Tant qu'on peut, si on peut manœuvrer dans une certaine légalité, avec un pouvoir qui est débonnaire, qui vous laisse, faisons-le. Mais à partir du moment où les libertés se rétrécissent, et que œuvrer dans la légalité, ça veut dire fermer sa bouche, pour être poli, il faut œuvrer dans l'illégalité, puis c'est tout. Alors donc, un jour, Rivarol, peut-être, croulera sous les procès, mais c'est pas grave, du moment qu'on a conservé les fichiers informatiques, on recrée un journal, ailleurs, à partir peut-être d'un autre pays, et on le renvoie aux gens, en disant coucou, c'est plus Rivarol, mais c'est Rolvari, n'importe quoi. On s'évoluera toujours. Je suis toujours abasourdi
par l'absence de confiance en la providence qu'ont les gens. Écoutez, dans ma vie, je veux dire, moi je tiens à laisser des idées derrière moi, ma personnalité, peu importe, mais dans ma vie j'ai travaillé, allez, peut-être 1 an et 3 quarts j'ai travaillé officiellement 1 an et 3 quarts. Donc j'ai 42 ans, mais donc j'ai pas travaillé longtemps. Sinon ça a été que du blague, toute ma vie. J'ai quand même élevé 8 enfants. Alors, difficilement, d'accord, mais enfin, je veux dire, mes enfants sont pas morts de faim. C'est ce que me disait à un moment la juge Loué, elle m'interrogeait, elle me disait, et vos enfants, de quoi vous vivez écoutez, mes enfants ne sont pas encore morts de faim, c'est bon, hein, voilà. Au final, donc, on peut absolument, si on fait confiance, vivre comme ça. C'est plus facile. Mais comment voulez-vous faire une grande chose aujourd'hui, dans une société qui nous est hostile, sans prendre de coups? C'est absurde. Et, je vais vous dire, quand on veut monter à l'assaut d'une citadelle, on regarde d'abord la citadelle, et qu'est-ce que vous regardez? L'endroit où il y a le plus de gardes. Oui. Et cet endroit, ben c'est là qu'il faut attaquer, parce que c'est le point faible. Il est évident que si vous attaquez un endroit où on n'a posté aucun garde, c'est que vous allez tomber sur un mur. Hein, je veux dire. Alors, vous pouvez faire ça. Vous pouvez attaquer, aller près d'un mur, taper dessus, il n'y a pas de garde, et puis après dire, on a perdu. Pas réussi, bien sûr. Mais vous n'avez pas trop pris de risque. Non. Quand on voit, c'est là qu'il y a tous les gardes avec toute l'huile bouillante, toute la pointe, etc., tous les arcs, les tabanettes, ah ben c'est là le point faible, c'est là qu'il faut aller. Alors on va prendre des coups, oui. On va prendre des coups. Mais c'est le seul endroit où vous pouvez attaquer. Parce que le reste, c'est que ce ne sont pas des points faibles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est mondialement gardé, même par l'ONU, en France, qu'est-ce qu'il y a comme loi qui... Ce sont des lois anti-révisionnistes, avant tout. C'est gardé, c'est terrible. C'est là qu'il faut attaquer. Alors il est évident, oui. Oui. On va prendre des coups. On va en prendre. C'est évident. Mais si vous ne voulez pas prendre de coups, bon ben, vous faites du théâtre. Oui, alors on peut faire du théâtre, on peut donner des petits frissons toute la vie. Mais 30 ans après, on sera au même point. Je veux dire, je préfère, et je sais que j'ai eu une discussion avec mon ami Jérôme là-dessus, il m'a dit, moi je préfère couler un jour et avoir dit ce que j'avais à dire, plutôt que de répéter des petites choses, et puis arriver à la fin de ma vie en disant, oh là là, j'ai sorti X milliers de numéros, ça a été génial, mais j'ai rien avancé. Et là, j'ai tout à fait d'accord. Je veux dire, il vaut mieux dire ce qu'on a à dire, et après prendre des coups. Car plus on prend de coups, plus ça veut dire que c'est la bonne voie. Il est évident que pour le révisionnisme, c'est pas dur de prendre des coups. Ça, je peux vous le dire, c'est assez rapide. Hein, je veux dire, aujourd'hui, bien. Mais voilà, je dirais donc, le message, finalement. Je veux dire, bon, tout le monde le connaît, mon message, je l'ai écrit, mais je me prétends pas être un héros. Je suis pas quelqu'un de courageux, et je crois pas que je sois plus courageux que la moyenne. Je veux dire, mais je me dis à un moment, mais il faut le faire. Il faut y aller. Il faut y aller, ben parce que c'est nécessaire. Il faut y aller parce que c'est là qu'est le point faible de l'adversaire. Et, eh bien, on y va. On y va, et vous savez, souvent on me dit, oulala, mais qu'est-ce qui va en résulter de ça? Il ne faut jamais penser à ça. Il ne faut jamais penser à ce qui va résulter de ce qu'on fait, sinon on ne fait plus rien. J'ai bien aimé une phrase de Drummond, c'est dans La fin d'un monde. Vous savez, il dit, on dit que Charette n'a pas agi parce qu'il n'avait pas 50% de chance de gagner. Et Drummond répond, mais ça c'est un raisonnement d'un homme d'affaires, savoir s'il a plus de 50% de chance dans des marchés. C'est pas le raisonnement d'un insurgé. L'insurgé, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans l'inconnu. Il se jette dans l'inconnu pour forcer la destinée à accoucher. Il ne calcule pas ses chances. Il est évident que quand on fait une action révisionniste, quand on fait une diffusion de tracts, par exemple, si on commence à penser à ce qui va nous arriver, on pense perquisition, saisie d'ordinateur, menottes, hein, et puis si ça se trouve préventive, etc., etc. Mais oui, mais si vous commencez à penser à ça, vous ne faites plus rien. Il faut dire non, la question, je ne pense pas à ça. Je le fais parce que je le dois. Et on a parlé tout à l'heure de la guerre 14. Bon, personnellement, pour moi, c'était une guerre la plus stupide qui ait existé. C'est entretué entre blancs, pour pas grand-chose, mais enfin. Néanmoins, peu importe. Il fallait sortir de la tranchée et y aller.
Si chaque soldat qui était rapproché disant attends, si je sors, je me risque de prendre quand même une balle dans le vent, là personne ne sort. Il faut y aller un moment. J'ai dit bah, tant pis, à demain. Et puis, eh bien d'accord, ce sera peut-être grave, mais on doit le faire. Il faut partir à l'assaut. Eh bien aujourd'hui c'est pareil. Il faut partir à l'assaut sans calculer. Si on calcule, c'est qu'on n'est plus un homme d'action. Alors, encore une fois, je ne dis pas que tout le monde doit être comme ça, mais je dis qu'au moins les hommes d'action soient vraiment des hommes d'action. Et moi, je veux donner l'exemple, je préférais être entouré de plein de gens, mais je veux donner l'exemple en disant non. Moi, je ne calcule pas, je lui dis bon, ben je fais. Et puis on verra. Et c'est pour ça, c'est que je voudrais que s'il reste quelque chose de moi dans la vie, ce sera de dire bah oui, au moins lui, il l'a fait. Il croit lire son message, il l'a fait. Et c'est pour ça que ne jamais avoir d'esprit de recul. Toujours aller plus loin dans la provocation. Et ça, je crois que c'est très vrai. C'est, ce que je dirais aujourd'hui, c'est Dieudonné qui est un peu spécialiste de ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais toujours aller plus loin dans la provocation. Car, si nos adversaires ont souvent gagné, justement, c'est que eux vont toujours plus loin dans la provocation pour faire que leurs idées deviennent un peu, banalisées. Le meilleur exemple actuel, c'est la Gay Pride. Les Gay Pride sont des mouvements de provocation, mais qui font qu'au bout d'un moment, les gens disent ouais, bon, allez, c'est bon. Oui. C'est toujours comme ça qu'ils font. Toujours. Et c'est une stratégie qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut jamais rester en position défensive et toujours aller en position offensive. Même devant les tribunaux. Jamais essayer de quémander, de croire que de toute façon qu'on va être bon avec vous, on n'est jamais bon. Moi, lorsqu'en prison, on m'a dit, vous payez volontairement la LICRA, comme ça vous pourrez avoir 63 jours de remise de peine supplémentaire. Payer la LICRA. Alors, naturellement, à ce moment-là, vous pourriez sortir le 2 février au lieu du 5 avril, monsieur, si vous payez volontairement la LICRA. Payez la LICRA. Les décrets que j'ai sur Mars aussi, non? Je veux dire, on s'entend. Bon, eh bien, vous savez, dans ces moments-là, oui, ça vous fait de la peine. Vous pensez à la liberté, vous pensez à votre famille, à vos amis, à tout ce qui vous manque. Et vous vous dites, mais non, il faut le faire. Il ne faut pas payer la LICRA. Et ben, pas la LICRA. Alors vous la payez ou pas? Ben non, je ne la payerai pas. Et pourquoi vous ne la payez pas? Parce que je ne vous paye pas. Et de toute façon, je vais vous dire, si un jour il y en a qui vont en prison et on leur demande de payer les dommages et intérêts, ne les payez pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, on m'a demandé ça quelques jours avant que mon dossier passe pour savoir si on allait me donner des remises de peine supplémentaires. Ils sont venus peut-être 8 jours avant en disant « Vous payez volontairement, comme ça, vous savez, vous pouvez avoir les 63 jours de plus. » J'ai dit non, pas question, je ne paye pas. Et après, quand ma fiche est revenue, quand mon dossier est passé pour savoir si j'étais bien comporté et si j'allais avoir des remises de peine supplémentaires, j'ai eu donc 0 jour de remise de peine supplémentaire. Et sur le papier, c'était marqué n'a pas payé ses parties civiles ou les a payées très tard. C'est-à-dire que même si je les ai payées, on ne m'aurait rien donné en disant que vous les avez payées trop tard, c'est hypocrite. Et ce jour-là, j'ai dit bien joué Vincent, au moins tu les as entubés jusqu'au bout, et là au moins c'est bon. Alors j'ai pas eu la remise de peine, bien sûr je les ai pas eu. Alors j'ai passé 63 jours de plus dans ma cellule. Pas que c'était désagréable, je continuais ma bande dessinée, mais enfin bon, c'est plus agréable d'être dehors. Eh bien, pendant ces 63 jours, je me suis senti propre, et c'est exactement ce que m'a dit un surveillant. Il est venu me voir, j'avais beaucoup de surveillants qui étaient sympathiques, hein. Et il y en a qui me fait « Alors, t'avais combien de remises de jour, de remises de peine ?» J'ai 0. Parce que j'ai pas payé la LICRA. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? « Très bien, tu ressortiras la tête haute. » Ça fait plaisir quand même d'entendre ça. Et on se dit voilà. Si vous avez payé, et qu'en plus, vous avez 0 remise de jour parce que vous l'avez payé trop tard, ça aurait été la suprême honte. Et là, au moins, je suis resté propre. Et finalement, la Providence m'a remercié. Et donc, ne jamais s'agenouiller devant eux. Jamais. Jamais. Et toujours au contraire contre-attaquer. Je vais vous donner, j'en termine là-dessus, parce que bon, pas non plus extraordinaire ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui ont vécu 100 fois pire. Eh bien, vous voyez, moi je suis partisan de ce que j'ai toujours appelé l'histoire offensive. L'histoire offensive, elle consiste à ne pas... Je vais vous donner un exemple ici. Je vais vous donner un exemple assez neutre d'ailleurs.
qui concerne le maréchal Pétain. C'est toujours celui que je donne, il y en a sûrement qui le connaissent déjà, mais peu importe. On nous dit par exemple, oh, Pétain a assassiné la République. Hein? Alors oui, naturellement, certains diront tant mieux, mais bon, je ne mets pas dans l'histoire officielle. Et alors souvent, j'entends les partisans, les défenseurs de la mémoire du maréchal Pétain dire « Mais non, il n'a pas assassiné, remplacer liberté, égalité, fraternité par travail, famille, patrie, c'est pas un coup d'État. Et puis, même si on a enlevé des bustes de Marianne, on les a laissés dans certains trucs, et puis etc. » Et on essaie de nous démontrer par A plus B que finalement on peut dire que la République sous Pétain, même si certaines choses avaient changé, c'était que temporaire et qu'en matière de droit constitutionnel, on ne peut pas dire que... Et on part dans des discussions à n'en plus finir, que plus personne ne comprend. D'ailleurs, tout le monde ronfle au bout de 10 minutes pour essayer de défendre la mémoire du maréchal. Alors, moi je dis mais non, ça sert à rien de répondre comme ça. Pétain a-t-il assassiné la République? Non, il n'a pas assassiné. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle était déjà morte. La République, elle est morte quand? Elle n'est pas morte le 10 juillet 40, messieurs dames, mais non! Elle n'est pas morte le 18 juin ou le 21 juin ou que sais-je, 1940, mais non! Elle est morte le 3 septembre 39. Elle est morte le 3 septembre 39 et on sait même l'heure. Hein, vers 17h exactement, quand la France s'est déclarée en état de guerre avec l'Allemagne parce que, et là on peut faire un tout petit peu de droit mais ça dure que 2 minutes, il y avait un article dans la Constitution, l'article 8, c'est ce que j'appelle l'article des mères de famille et des épouses. C'était l'article qui consistait à dire qu'on ne pouvait pas aller en guerre sans l'assentiment de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire donc la Chambre des sénateurs, et la Chambre, donc, enfin les sénateurs et les députés. C'était l'article 8. Donc c'était les Français qui disaient, alors, c'était les mères de famille et les épouses qui disaient, attention, hein, messieurs, à qui on a donné le pouvoir, attention, monsieur le Président, vous ne pouvez pas, envoyer nos fils et nos maris à la mort sans que les gens qu'on a délégués pour nous présenter aient dit oui. Or, qu'est-ce qui s'est passé le 3 septembre 39? Au terme de tripatouillage extraordinaire, on a dit à l'Assemblée nationale, vous allez voter quelque chose qui ait plus de crédit militaire à cause de la situation internationale. Les gens ont tout dit oui, normal. Il y avait une situation un peu dangereuse le 3 septembre 39. Hein. Et après on a dit, mais non, c'est la guerre. Vous avez voté la guerre, hein. Vous ne savez pas, mais c'est nous, on est en guerre. Et bien ce jour-là, la République a été violée et assassinée au bord du monde. Et il n'y avait plus de République à partir du 3 septembre 39, 18 heures. Donc, quand le maréchal est arrivé, depuis septembre 39, il y avait un gouvernement de fait, avec Daladier puis Reynaud, mais c'était des gouvernements de fait, il n'y avait plus de République. Donc n'allez pas aujourd'hui accuser le maréchal d'avoir assassiné un cadavre. Voilà ce qu'il faut répondre à ces gens-là. Il ne faut pas commencer à rentrer dans leur jeu. Il ne faut pas commencer à dire « Oh là là, oui, non, vous savez, il n'a pas tout à fait assassiné. » Qu'est-ce qu'on perd comme temps? Il faut faire une histoire, il faut aller à la contre-offensive. C'est très très important. C'est très important. Et quand par exemple on nous dit, vous vous rendez compte, même s'il n'y a pas eu de chambre à gaz, même s'il n'y a pas eu, vous comprenez, il y a eu quand même dans un camp comme Dachau, 30 000 morts sur 4 ans. Oh, les Alliés ont fait mieux. À Hiroshima, 60 000 morts en 1 seconde. C'est pas mal quand même. Ça c'est du rendement. Une durée de 60 000 hommes en 1 seconde. Et ils l'ont pas fait par hasard. Ils ont mis au point une arme pour faire descendre le feu du ciel sur la terre. Quand même. Je veux dire, bon, à Hambourg, ils nous font 100 000 morts en quelques heures. Vous voulez parler de rendement dans l'assassinat? Mais moi, je vous en parle très bien. Et c'est les Alliés, eux, les vainqueurs. Vous voulez parler de techniques de guerre terribles? Oui, très bien. Quand je reviens à Hiroshima et Nagasaki, on dit quand même, vous avez fait quand même pas mal de purée de japonais, là. Ah oui, mais c'était pour écourter la guerre. Ah oui, c'était pour écourter la guerre, parce que vous comprenez, sinon il y aurait eu des milliers, des centaines de milliers de soldats qui seraient morts. Alors donc vous tuez des femmes et des enfants pour écourter la guerre. C'est un nom, ça c'est du terrorisme international. On tue des innocents pour faire pression sur le gouvernement. C'est vous qui avez inventé le terrorisme international. Voilà.
Alors, parlez-moi d'Al-Qaïda. Wow. Un petit attentat ici, là, supposons même que ce soit Al-Qaïda. Très douteux. Mais Al-Qaïda, c'est les enfants de cœur par rapport à vous. Vous avez des bombes atomiques. Vous aviez engagé des savants qui ont fait des expériences pendant des jours et des jours pour nous faire une arme capable de faire 60 000 morts en une seconde pour pouvoir écourter la guerre. Mais c'est vous les terroristes. Et des bons terroristes. Je ne parle pas des armes à l'uranium appauvri que vous utilisez aujourd'hui. Bon, bref, toujours est-il que c'est comme ça qu'il faut agir. Il ne faut pas être toujours en posture d'accusé. Il faut se lever et être en posture d'accusateur maintenant. Tant qu'on reste en posture d'accusé, on est perdu. Tant qu'on combat en reculant, on est perdu. Il faut se lever et dire, mais attendez, c'est moi qui vais être votre accusateur aujourd'hui. Vous voulez parler de bilan, on va en parler de bilan. Vous voulez parler de mensonge, on va en parler de mensonge. Vous voulez parler d'injustice, on va parler du procès de Nuremberg. Allons-y. Tant qu'on ne dira pas ça, eh bien on sera toujours condamné à la défaite intellectuelle, et la défaite intellectuelle précède toujours la défaite sur le terrain. Il faut enfin, comme cette guerre, c'est une guerre intellectuelle, se lever et dire on mène la guerre intellectuelle. Oui. Et de dire je la mène dans le camp des vaincus de 1945. Vous me traitez de néo-nazi, ben moi je vous dis pourquoi néo. Point final, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Ils diront quand même à longueur de journée. Alors, allons-y, gaiement, vous voulez plus on est fou, plus on rit. Ok. Mais maintenant, parlons des choses, parlons du bilan, parlons de tout cela, et agissons objectivement. Et si vous ne voulez pas être objectif, vous voulez couper la parole, coupez-la moi. Mais moi, je resterai en position d'accusateur. Parce que il n'y a que comme ça qu'on pourra gagner. Voilà. Alors naturellement, une victoire, pardonnez-moi, mais c'est comme mettre un bébé au monde, ça fait mal. On ne pourra jamais donner naissance à une société nouvelle sans souffrir. Les gens qui croient que ce sera fait sur un lit de rose, eh bien, qui restent chez eux dans leurs pantoufles, ok, on est d'accord, mais ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est combattre en sachant qu'on va souffrir et qu'on souffrira encore, mais c'est la seule façon d'emporter le morceau. Moi, personnellement, s'il faut encore aller en prison, ben, j'irai en prison. Hein, je veux dire, c'est la vie, c'est comme ça. Mais on ne pourra pas faire l'économie du combat révisionniste, combat qui sera forcément, qui ira peut-être même jusqu'à, je veux dire, bon, il y a déjà eu des agressions physiques, mais je ne serais pas surpris qu'un jour on vote une loi pour qu'on puisse être extradé vers Israël, on nous pendra au cours. C'est très possible, vous savez, c'est très possible. Moi je le dis depuis des années, vous savez que la loi est prête en Israël. Hein. Il y a déjà une loi qui dit que tout révisionniste peut être extradé vers Israël et jugé en Israël. Comme il n'y a pas de convention d'extradition avec Israël, c'est pas une lettre morte. Mais les Juifs l'ont déjà. Il suffira que si un jour ils rentrent dans l'Europe, je n'ai pas cher de ma peau. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais continuer quand même parce que je le dois. Pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour vous, pour vos enfants, pour tout le monde. C'était ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté.